Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la gestion des recettes issues de l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz au Sénégal. À l'horizon 2021-2023, le chef de l'État Macky Sall a convié les 12 et 13 juin dernier ici à Dakar, au Sénégal, autour d'une table de concertation, les forces vives de la nation sur la gestion des richesses et qui y seront tirées. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces concertations nationales? Quelle perspective le Sénégal a-t-il avec ses ressources naturelles? Eh bien, deux invités avec moi sur ce plateau pour en débattre. D'abord, Bachir Dramé, vous êtes expert pétrolier, formateur dans les métiers de pétrole et de gaz. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi, Abdoulaye. Je suis très heureux d'être là et de partager avec vous ce moment de communication sur les questions pétrolières et gazières et de le partager aussi avec vos téléspectateurs sur le plan international. Le plaisir est partagé, Bachir. Avec nous également, Cheikh Tidiane Cissé, vous êtes le coordinateur du pôle de gouvernance à l'ONG 3D. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci Abdoulaye. Tout le plaisir est pour nous également d'avoir participé à ce plateau. Et également, nous trouvons également du plaisir à partager ce plateau avec Bachir et de discuter avec les téléspectateurs sur la Medi 1. Merci Bachir. Donc avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité évoqué tantôt, nous allons d'abord regarder ensemble la cérémonie d'ouverture de ce dialogue national sur la gestion des recettes issues de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Cette première rencontre de 2 jours qui vise à instaurer une gouvernance inclusive et transparente des hydrocarbures. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État Macky Sall avec la participation du patronat, de la société civile, mais également des partis politiques. Les détails dans ce compte-rendu de Amadou Sabarba et Christian Roland Kamoni. D'importants gisements de pétrole et de gaz au large des côtes du Sénégal sont découverts en 2014 dans le nord du pays. Des ressources pétro-gazières, une malédiction pour la plupart des pays producteurs, mais le Sénégal compte inverser la tendance. L'heure est au dialogue pour son exploitation. Plusieurs points sont au menu, notamment l'analyse des contrats de partage de production entre l'État du Sénégal et les opérateurs pétroliers internationaux, mais aussi la réduction des coûts pétroliers. Elle s'inscrit dans mon ambition renouvelée de garantir une gestion prudente, sereine, inclusive et durable. Toutes les questions sont passées en revue devant le chef de l'État. Les entreprises privées ont aussi exposé leurs inquiétudes. Le patronat a formulé une série de propositions dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Le projet de code qui est en gestation et qui va être finalisé prendra certainement en charge cette participation du secteur privé national et de ce qu'on appelle le contenu local, le local content dans toute économie pétrolière et gazière. C'est une bonne initiative aujourd'hui, mais il faut que ça se poursuive, c'est-à-dire comment on va structurer par la suite un dialogue plus spécifique, surtout si l'on prend la perspective d'un secteur privé national. Une concertation de toutes les obédiences, excepté une partie de l'opposition politique qui a boycotté la rencontre. Cependant, certains estiment qu'il y a des questions sur lesquelles le consensus doit être de mise. Parce que c'est très bien de parler de revenus, mais il faut s'assurer que toutes les dimensions qui impactent le revenu soient bien maîtrisées. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré qu'au-delà de l'expertise nationale, qu'on recourt à l'expertise internationale si c'est nécessaire. Les perspectives sont nombreuses. L'exploitation du gisement gazier Tortue, situé entre le Sénégal et la Mauritanie, va débuter sa production en 2021 et 2022. Celui du pétrole connaîtra le même processus de validation financière. Selon les estimations, ce gisement pourra produire entre 75 000 et 125 000 barils par jour. On compte de Bachir de Samadou Sabarba et Christian Roland Kamoni. Alors, Bachir Dramé, d'abord sur la forme, avant d'en venir au contenu, comment appréciez-vous cette initiative, la démarche du chef de l'État dans ce contexte bien précis? Alors, je pense que ça a été une innovation majeure dans le secteur pétrolier et gazier que de voir un pays qui a trouvé du pétrole et qui, avant son exploitation, en appelle à une concertation nationale. Ça, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire, à ma souvenance, je n'ai pas souvenance plutôt d'un pays qui l'avait fait en Afrique.
Donc cela augure déjà d'une possibilité d'une transparence parfaite. La deuxième chose, c'est la présence, les parties prenantes à ce dialogue national. Parce que c'était un cadre de concertation où les professionnels du pétrole ont été confrontés à d'autres univers comme les populations locales, la société civile et surtout le patronat national. Donc ça a été vraiment un grand moment de partage et à l'issue, comme vous l'aviez constaté, il y a eu des décisions majeures. Maintenant, comme le disait quelqu'un, il reste à encadrer tout cela. Et je pense que ça, c'est déjà un combat. Alors, cher Tidiane Cissé, vous êtes de la société civile, vous avez été convié donc à cette rencontre initiée par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces concertations nationales? Merci. Tout ce que nous pouvons attendre de ces concertations, c'est l'application de ces mesures qui ont été prises lors des concertations du 13. Parce que moi, j'ai assisté à ces concertations, mais ce que j'ai retenu comme élément fort, c'est que tous les citoyens sont convenus que c'est une bonne initiative, ce qui est une réalité d'ailleurs. Mais ce qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'il ne faut pas tomber sous le coup de l'euphorie. Donc, nous attendons de voir maintenant, est-ce que les mesures qui ont été prises seront appliquées. Et dans l'application également, il ne faut pas mettre de côté également une composante de la société qui est naturellement la société civile, qui peut jouer un excellent rôle également dans le processus de dissémination de ces informations. Mais ce qui est sûr, en amont, vous avez déjà été impliqué avec un degré d'implication beaucoup plus élevé, comme vous-même vous l'avez reconnu. Donc, en amont, c'est une première étape qui marque, comme l'a rappelé Bachir Dramé, qui occupe de lendemain meilleur nom. Oui, en amont, je ne suis pas d'accord sur l'implication de la société civile en amont, parce que peut-être en mi-parcours, parce que ce que nous déplorons le plus, c'était l'implication de la société civile dans la commission COS-Pétrogaz. Ça fait du bruit, parce que les acteurs de la société civile n'étaient pas tout à fait contents du fait que la loi a été, le COS-Pétrogaz a été mis en place en mettant en écart la société civile. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est heureux que le président s'est rendu compte qu'il faut intégrer la société civile dans le COS-Pétrogaz pour pouvoir quand même espérer des résultats meilleurs dans la mise en œuvre de certains nombres de mesures. Alors, Bachir Dramé, expert en pétrole et formateur dans les métiers du pétrole et du gaz, le chef de l'État, nous l'avons entendu lors de ces concertations nationales, a décliné ses principaux objectifs qui vont dans le sens d'assurer une transparence, mais une gestion sereine, durable, inclusive et transparente. Selon vous, quels sont les mécanismes ou quels mécanismes faudra-t-il asseoir pour y parvenir? Écoutez, permettez-moi d'abord, Abdoulaye, de rappeler et de rebondir sur la question tout à l'heure soulevée par mon ami Cheikh Tidiane, sur la question de l'implication de la société civile. À chaque fois que nous nous interrogeons sur ces questions-là, je préfère rappeler le cadre légal et institutionnel dans lequel le pétrole et le gaz du Sénégal se trouvent. Alors, vous savez, dans ce pays, on cherche du pétrole depuis 1950. Déjà avant, en 1917-1927, il y avait des traces au large du Cap-Vert. C'est en 1987-97, les années 90, que nous avions trouvé les premiers gisements de gaz, mais en plus de quantité. C'est le gaz de Diamniadio et de Gadiaga, qui servent à l'approvisionnement de la Sénélec, la Société nationale d'électricité, et aujourd'hui qui est revendu à la Socosim, exploité par une société qui s'appelle Forteza. Alors, en 2014, c'est à ce moment-là qu'on a trouvé ces grands gisements de gaz dans les puits de Yakar, de Tortue et au large du Kayar et de Saint-Louis profond, et le pétrole à Rufisque et à Sangomar, exploité par la société Ken Energy, et le gaz par le groupe BP Cosmos. Alors, aujourd'hui, il y a un cadre légal. C'est d'abord le code pétrolier qui a défini dans son ensemble tout ce qui se fait dans le secteur.
c'est le code de 98 qui déjà aujourd'hui est en révision. Voilà, est en révision en tenant compte des nouvelles réalités, ce qui est une excellente chose. La deuxième des choses, c'est que le Sénégal a adhéré à l'ITIE, qui est une adhésion volontaire à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez de grandes puissances qui sont retirées de l'ITIE parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas continuer à être transparents à 100%. Et donc le Sénégal, n'ayant pas encore produit son pétrole et son gaz, étant inscrit à l'ITIE, je pense que c'est une excellente chose. Et au niveau de l'ITIE, il y a une commission tripartite qui est composée des opérateurs, de la société civile et de l'État du Sénégal. Donc la société civile est déjà impliquée à un premier niveau. Et il est vrai, il a tellement raison, mon ami Cheikh Tidiane, nous avions toujours dit que dans le COS-Petrogaz, qui est un comité d'orientation stratégique mis en place par le président Macky Sall, pour réfléchir et donner sa contribution sur les questions pétrolières et gazières et dégager les grandes orientations, nous avions toujours dit qu'il y a une place pour la société civile. C'est vrai que nous avons une société civile dynamique, innovante et très patriotique. Et aujourd'hui, hier, donc la décision qui a été prise d'inclure la société civile et donc le résultat de ce combat-là, et je pense que c'est effectivement une excellente chose. Maintenant, pour en venir concrètement à votre question, c'est vrai que les questions de transparence sont des questions hautement sensibles. Parce que aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans le site de l'ITIE, la question des contrats a été le grand débat au Sénégal. Est-ce que les contrats ont été faits dans les règles de l'art? Est-ce que les contrats ont tenu compte des intérêts des Sénégalais? Est-ce que les contrats ont été faits à des moments propices et idoines? Est-ce qu'on a tenu compte de l'expertise internationale? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les contrats, indépendamment du fait que ce sont des contrats standards de partage production, ont été faits aussi en tenant compte de ce qui se fait de mieux sur le plan international. Et donc cette question des contrats-là, à partir du moment où maintenant tout est diffusé sur les sites de l'ITIE, vous pouvez voir, je pense que la question ne se pose plus, on a dépassé cette question-là. Par contre, ce qu'on n'a pas dépassé, c'est les autres blocs à donner et les contrats à venir. Ça, par contre, puisque la société civile est impliquée, on accentue encore la transparence, c'est une excellente chose. Alors, revenez toujours sur la question, Cheikh Tidiane Cissé, les mécanismes à asseoir, parce que déjà, cette démarche, le chef d'État s'inscrit dans une démarche anticipative, si on peut le dire ainsi. Alors aujourd'hui, les mécanismes d'abord à asseoir pour satisfaire les générations actuelles et futures. La question, quel sera ou quels seront les meilleurs arbitrages entre le développement du présent et également subvenir aux besoins des générations futures? Oui, merci. Mais permettez-moi tout juste de rebondir également sur... Très rapidement. Voilà, c'est juste par rapport à des efforts par rapport à la transparence. Je pense que la mise en place de l'ITIE, l'engagement du Sénégal à adhérer à l'ITIE, c'est une très excellente chose. Et aujourd'hui, le Sénégal a été classé premier en Afrique subsaharienne. L'évaluation qui s'est passée tout dernièrement. Donc ça, c'est un excellent résultat. Et comme il a dit aussi, la société civile est très présente là-bas. Et que ce qui est intéressant et important, c'est que la société civile a sa liberté de ton au sein même de l'ITIE. Ce qui est extrêmement important. Donc pour en revenir un peu sur la transparence et un peu la gestion de ces ressources pour gérer le développement et prévenir l'avenir également de ces jeunes, moi je pense que tel qu'est présenté la dernière fois dans la loi d'orientation, la clé de répartition a proposé donc sur les recettes non fiscales qu'on prélève 2 tiers des recettes un tiers des recettes non fiscales qu'on les prélève pour les mettre de côté pour les fonds le fonds des générations à venir, intergénérationnel, et que donc 5% des 2 tiers, donc c'est fonds donc de stabilisation, et les 2 tiers, le reste les 95% des 2 tiers, alors donc vont dans le budget de l'État. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est quoi? C'est que le fait que les 2 tiers, les 1 tiers également, l'État peut virer également les 1 tiers s'il y a besoin de virer dans le budget, n'est-ce pas? Mais c'est fait de façon pointillée. Ça veut dire que c'est en cas extrême.
peut-être. Et maintenant, les fonds de stabilisation également, l'État peut, en ce moment, en cas de besoin, peut prendre de ces ressources-là. Donc, c'est un peu la clé de répartition qui mérite d'être mieux analysée pour donner plus de chances, c'est vrai, pour réussir le développement, mais également pour permettre également aux générations futures alors de pouvoir bénéficier également de ces ressources, puisque c'est des ressources épuisables. Donc, je pense que c'est important de poser le débat, et c'est heureux également que la dernière fois, en clôturant le dialogue, le président s'est engagé à dire que nous allons continuer le processus. Et je pense qu'avant de voter la loi d'orientation, nous devons faire également un débat sur la question de la répartition pour le régler définitivement. La question de la répartition, le pétrole qui est une ressource non renouvelable à l'échelle d'une vie humaine, c'est vrai que dans certains pays producteurs, la quasi-totalité, la quasi-totalité du pays ou la quasi-totalité du budget plutôt est constituée par les ressources générées par le pétrole. Pour éviter tout cela, aujourd'hui, quelle perspective le Sénégal aura-t-il avec le pétrole et le gaz? Alors, la question est d'autant plus intéressante qu'elle en appelle à un ensemble de résolutions qui ont été prises dans certaines instances. Je m'explique. J'ai eu l'opportunité de participer au niveau du Conseil économique, social et environnemental à une commission pour répondre à la saisine présidentielle sur la gestion durable des ressources pétrolières. J'ai coordonné les travaux sur une période de 2 ans où, in fine, 24 recommandations ont été issues très fortes et déposées sur la table du président de la République. Parmi ces recommandations, justement, la question essentielle de la pertinence de l'encadrement des répartitions. Parce que dire qu'on va les répartir de telle façon est une chose, mettre les mécanismes pour pouvoir, en tout cas, contrôler, suivre, bien gérer, en est une autre. Alors, c'est pourquoi il faut en appeler à une certaine lucidité. Le pétrole ou le gaz sont des ressources épuisables. Dans le cas du Sénégal, il faut compter au maximum, au trop, une trentaine d'années d'exploitation. Au-delà de ces 30 années, il va falloir revenir à un niveau classique de développement, à suivre les 4 référentiels qui ont été définis à l'horizon 2035, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent, qui, dans sa phase initiale, ne comprenait pas les revenus issus du pétrole. Donc ce sont des revenus additionnels qui vont arriver. Et deuxième chose, et je termine par là, c'est le fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi une manière d'éviter la malédiction du pétrole. Vous savez, la malédiction du pétrole, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un pays où on a découvert du pétrole et que les gens se battent. Non, la malédiction du pétrole vient de la Hollande qui avait découvert son pétrole, pour ne pas la nommer, et qui avait choisi de se concentrer, de canaliser son développement sur les revenus issus et de délaisser les autres secteurs d'activité. Juste certains pays producteurs, ça a été source de beaucoup de tensions. Oui, après, ça c'est après, mais je parle de l'origine de cette malédiction-là. Donc c'est d'abord une déstructuration de l'économie. Maintenant, par ricochet, effectivement, nous avons vu certains pays africains, quand ils ont découvert du pétrole, ils ont eu à faire n'importe quoi. Des gouvernants se sont sucrés, passez-moi l'expression, au détriment des populations qui ne sont pas retrouvées. Alors, j'ai bien aimé la dernière fois, lors des concertations nationales, mon ami Chatiyan était là, quand le président de la République, M. Macky Sall, a rappelé le cas de la France. La France n'a pas une goutte de pétrole dans son sous-sol, et pourtant est une référence dans le milieu pétrolier, ne serait-ce que par rapport à l'Institut de formation du pétrole, qui regroupe, qui est une des plus grandes écoles de référence dans le secteur pétrolier, et à le 4e pays, la 4e multinationale mondiale en termes de pétrole total. Donc, vous voyez que déjà, avec ou sans pétrole, des pays africains comme les nôtres peuvent profiter d'un environnement économique pour pouvoir s'inscrire dans une émergence qui en appelle à simplement une certaine innovation et une imagination très forte pour inclure les populations. C'est le cas de la formation des jeunes et c'est le cas de l'emploi des jeunes. Pour peu que nous soyons imaginatifs, nous pouvons effectivement créer des canaux qui peuvent nous aider à régler la question de l'employabilité. Et le pétrole, et en tout cas le pétrole et le gaz découvert au Sénégal, est aussi une voie non négligeable dans ce cas-là.
Alors, Cheikh Tidiane Cissé, la clé de répartition, vous l'avez annoncé, mais déjà il y a une loi qui devait être donc adoptée en fin juin, si tout en tout cas se passe comme prévu. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ces mécanismes-là pour encadrer ce que vous parlez, ce que vous faites allusion, notamment la clé de répartition, parce qu'il y a des secteurs prioritaires au Sénégal, il y a d'autres secteurs porteurs avant que le pays ne découvre, n'est-ce pas, des gisements de pétrole? Oui, c'est tellement vrai que quand j'ai entendu la dernière fois un militant des collectivités territoriales parler de prendre en compte les préoccupations des territoires, moi j'ai applaudi. Tu sais pourquoi? Parce que dans la répartition, il faut prévoir également un certain nombre de facteurs. Il y a l'éducation, il y a la santé, c'est vrai, c'est beaucoup de secteurs. Et que j'ai bien aimé le président quand il disait que oui, on ne peut pas satisfaire tous les secteurs. On ne peut pas dire que oui, ça c'est destiné à tel secteur, ça c'est destiné à tel secteur. C'est le développement de manière globale. Et quand on dit développement, c'est un développement global. Développement, il y a une cohérence dans le développement. Donc je pense que dans la répartition, c'est bien de définir des critères, mais également il faut également définir des mécanismes de contrôle et de suivi de ces critères-là, pour que dans la mise en œuvre, qu'on soit assuré que les ressources qui sont destinées à ces secteurs-là sont bien affectées. Ces secteurs et l'affectation de ces secteurs également a influé sur le vécu de ces communautés. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Parce que tant que le citoyen ne ressent pas, en tout cas, les ressources, le financement de ces ressources-là dans les secteurs, tant qu'il soit dans tous les secteurs, moi, je pense que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y a le développement, il y a le pétrole au Sénégal. Dire que les recettes issues de l'exploitation de ces ressources naturelles doivent ou pourront changer la structuration de l'économie du Sénégal, c'est bien cela? Mais effectivement, ça change totalement la structuration de l'économie du Sénégal, mais attention, il faut quand même, comme l'a dit mon ami Bachir, ça dit qu'il faut se mettre à l'esprit que c'est des ressources épuisables. Pour que l'économie ne dépend pas forcément du pétrole. Mais quand même, ça doit être quelque chose qui renforce ce qui existe déjà. Mais ça ne doit pas changer et déstructurer le système économique. Et il a dit, nous sommes inscrits dans une phase, dans une politique publique, le plan Sénégal émergent, plus maintenant les projets structurants qui l'accompagnent. Je pense que les richesses de ce pétrole, maintenant, doivent accompagner tout ce dispositif-là pour permettre, en tout cas, un développement harmonieux et qui profite à tous les citoyens sénégalais. Une dernière question, qu'est-ce qu'il faudra maintenant pour maîtriser les enjeux socio-économiques et géostratégiques? Alors, il faut déjà continuer la réflexion. Ça, les journées de concertation nationale sont déjà un pas. Il faut mettre en place des comités de suivi et de réflexion qui incluent des thèmes de référence extrêmement clairs pour, en tout cas, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer et donner son avis. À un, nous sommes intelligents, mais à 100, nous sommes encore des génies. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut se battre. C'est-à-dire continuer la réflexion, mais surtout associer la société civile et associer l'expertise nationale. Parce que ça aussi, c'est un autre combat. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les gens dire « oui, on n'a pas d'experts pétroliers, il faut aller les chercher ailleurs », je dis « mais attends, est-ce que les gens, dans quel pays nous sommes ?» Au Sénégal, vous avez de grands experts dans le domaine du pétrole de référence. Même s'il est vrai qu'on en a dans les autres multinationales, mais même au niveau du Sénégal, vous avez un personnel cadre performant. Au niveau de Petrosen, la compagnie nationale, vous avez de jeunes cadres qui sont extrêmement performants, qui sont très bien formés et qui savent vraiment, qui peuvent conduire les choses à bon escient. Juste une dernière chose qui me tient à cœur, c'est la formation et l'emploi des jeunes. Vous savez, j'ai donné cet exemple hier. Profiter des opportunités avant l'exploitation est déjà une chose importante. À l'heure où je vous parle, le gouvernement du Sénégal, avec l'Office national de la formation professionnelle, en rapport avec les professionnels du pétrole, sont en train d'initier la formation de 2000 jeunes au métier du pétrole et du gaz. Ces 2000 jeunes vont être formés et vont être insérés. Donc ce n'est pas une formation simple, c'est une formation insertion. Parce que nous avons détecté avec les pétroliers l'ensemble de leurs besoins et nous les avons amenés à s'inscrire dans une dynamique dans laquelle
Désormais, l'Office national de la formation professionnelle donne des titres et qualifie, et eux, les pétroliers, ils sont chargés d'utiliser cette main-d'œuvre-là. Et ça, c'est déjà une excellente chose. Maintenant, il y a aussi l'Institut national du pétrole et du gaz à Diamniadio, qui, à un niveau beaucoup plus élevé, va former des ingénieurs qui, à ce niveau-là, vont aussi intégrer. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont en train d'être faites, mais le plus important, c'est déjà de se battre sur la formation des jeunes et sur leur insertion. Je pense que c'est, de ce point de vue-là, c'est aussi en tout cas un investissement qui est fait pour les générations futures en plus de ce qui est fait au niveau de la répartition des revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors, Cheikh Tidiane, pour terminer avec vous, déjà des dispositifs constitutionnels lors du dernier référendum qui donnent aux citoyens de contrôler les ressources naturelles. Nonobstant cette loi qui doit être donc votée en fin juin, aujourd'hui, vous qui êtes de la société civile, les mécanismes de transparence, hormis ces dispositifs, dispositions constitutionnelles, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je propose 3 choses pour ces mécanismes de transparence. 1, il faut permettre à la société civile d'avoir les moyens de disséminer ces informations-là jusqu'au niveau le plus bas. Ça, c'est extrêmement important. Parce que, comme rappelé dans la Constitution, c'est des ressources naturelles qui appartiennent au peuple. C'est le peuple qui doit en décider, qui doit décider comment on doit l'utiliser. Donc, je pense qu'il y a l'usus et l'usufruit. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, c'est que la société civile doit également, au-delà de son intégration dans les instances de gouvernance, veiller également à une bonne utilisation de ces ressources-là, n'est-ce pas? Et troisième élément qui me paraît important, c'est quoi? C'est que la société civile également joue son rôle, mais également doit aider l'État dans la dissémination de l'information, mais également dans son rôle de veille et d'alerte également pour un certain nombre de dérives. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir Bachir Dramé, expert pétrolier, mais également formateur dans les métiers de pétrole et de gaz. Avec nous également Cheikh Tidiane Cissé, coordinateur du pôle gouvernance à la ONG 3D. Merci à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.